ça, Elisabeth, et puis les nombreuses personnes que j'ai eu l'occasion de croiser à d'autres rencontres, à différentes rencontres. Et Elisabeth est venue aussi dans les ateliers de la citoyenneté que j'ai animés pendant une dizaine d'années à Lyon. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, vous allez voir, on fonctionne un peu de la même façon les uns et les autres, c'est-à-dire qu'on est là dans la circulation de la parole. Tenir le crachoir le moins possible, et surtout faire en sorte que la parole circule pour qu'on réfléchisse ensemble à cette question de l'entreprise. L'entreprise, elle est souvent évacuée, surtout quand on parle de choses aussi philosophiques, sociologiques, que la question de la résonance. Voilà, on a vu qu'on en a parlé plutôt à titre personnel jusqu'à maintenant. Mais les entreprises ont une vie beaucoup, il reste quand même longtemps dans ces entreprises. Et il s'y passe des choses. Et ce qu'il s'y passe, on va essayer de regarder comment ça fonctionne, comment ça vit, et est-ce que c'est ou pas créateur de liens, et comment, si ça n'est pas suffisamment, on peut renforcer cette capacité d'entreprise à être créatrice de liens. C'est ce qui nous paraît important. Et donc, on a la chance d'avoir 3 entrepreneurs avec une séance 2 à la fin. Pour nous accompagner ce soir, donc Marianne Perret, qui a un cabinet qui s'appelle Luxo, Antoine Raymond, alors votre entreprise s'appelle en toute simplicité, et Antoine Pro, ton entreprise s'appelle Établissement André Pro, et vous voyez déjà un début de lien, c'est une filiation. L'entreprise est anciennement implantée à Copenhague, il nous en a un petit mot. Donc, on va faire circuler la parole, mais d'abord, on va essayer d'entendre 2-3 choses qui viennent spontanément quand on commence à parler d'entreprise. Comment on vit l'entreprise quand on est chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'on essaie d'y faire? Quelle sorte de lien on essaie d'y créer? Et donc, on va commencer par Antoine Raymond, qui va commencer à nous donner une définition d'entreprise. Alors, je reprends. J'enlève les lunettes, alors ça c'est prévu, l'âge venant, les lunettes, il faut les enlever et les mettre. Alors, je vais vous guider par rapport aux mots que vous aviez utilisés quand on a préparé, parce que je trouvais qu'ils étaient intéressants. Vous avez parlé d'aventure, vous avez parlé de vivant, vous avez parlé d'optimisme, d'envie d'apporter et d'embarquer. Alors l'entreprise, c'est tout ça? Oui, l'entreprise, c'est tout ça. Alors peut-être un petit mot pour expliquer pour ceux qui ne savent pas que j'en ai. Alors une image, c'est si on disparaissait, là, à l'instant où notre entreprise est aujourd'hui, toutes les voitures qui sont autour de cette place disparaîtraient, se démontraient toutes. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'il faudrait, compte tenu du réchauffement climatique. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous sommes une entreprise responsable de 7500 êtres humains, 7500 personnes qui représentent aussi des familles. Donc c'est juste, on a besoin d'un peu de temps pour transformer les choses. Et on s'y attelle, croyez-moi, parce qu'on va vers des nouvelles aventures, nouvelles technologies, voilà. Donc 7500 personnes dans 25 pays, une entreprise familiale. Pardon à ceux qui je tourne le dos, je suis désolé. Pardon, en fait, oui. si vous voulez, vous pouvez vous asseoir parce que, comme vous Oh bah, voilà, peut-être que j'avais ça, mais je prie à ceux qui sont dans mon dos de m'excuser. Voilà, tourner un peu. Voilà, et donc on est maintenant dans 25 pays. En France, on emploie, enfin, on réunit à peu près 1200 collaboratrices et collaborateurs en France, et le reste dans les 24 autres pays du monde. On a une entreprise où les gens sont très très engagés sur le long terme. On est une entreprise qui sommes axés sur le long terme. Et c'est vrai qu'on peut voir l'entreprise de différentes manières. En tout cas, nous, la manière dont on voit l'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Donc aventure, il y a deux catégories. C'est l'aventure mal vécue, où on est dans un toboggan, dans un voyage qui fait plutôt peur, et il y a l'aventure
bien vécu où on se sent vivant. C'est ce qu'on essaye, on s'efforce de créer, parce que, bien entendu, quand les gens se sentent investis, vivants, engagés, l'entreprise, c'est quelque chose qui rayonne, c'est quelque chose qui fleurit, et c'est bon pour tout le monde, hein, pour l'entreprise, les personnes qui la forment, et puis toutes les communautés dans lesquelles nous sommes dans le monde entier. Donc, on n'est jamais allé dans un pays pour le court terme, jamais. Quand on choisit de s'implanter dans un pays, en général on s'implante à partir de zéro. On a fait aussi quelques implantations en partenariat, mais on choisit toujours de s'implanter dans un pays pour le long terme. Voilà, on essaie de ne pas avoir d'horizon particulier, et on essaye d'être vraiment ancré dans le pays et de contribuer aux communautés, aux villes, aux villages, aux pays dans lesquels nous sommes. Et quand on fait des partenariats, c'est la même chose, on essaie de faire des partenariats long terme, en général toujours 50-50. Et du coup, vous décrivez un monde idéal. Vous m'avez parlé aussi, dans la discussion qu'on a eue, de controverses, et que les controverses étaient utiles. Alors, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, je m'assois. Ce sera plus confortable, je pense. Merci. Donc, les controverses utiles. Nous, l'entreprise, on la voit d'abord comme une machine à tisser du lien humain. C'est ça qui pense. L'entreprise, elle n'est vivante que par les gens. Et ce qu'on cherche, c'est que ça soit aussi une machine qui soit vertueuse et qui permette aux gens de vivre une expérience et des porteuses de sens pour des gens qui sont acteurs, réalisateurs, contributeurs, etc. Et on essaye de faire en sorte que tous les rôles comptent et que toutes les personnes soient considérées comme des personnes. Les personnes sont des personnes et les rôles comptent. Et donc, quand tout le monde est acteur et contributeur, bien entendu, ça génère beaucoup d'émotions d'abord, et cette émotion elle fait partie de l'entreprise, ça génère aussi beaucoup de dialogue, beaucoup de conversation et beaucoup de controverses. La controverse, c'est un bienfait, parce qu'elle permet quand même de faire naître des idées, et elle permet de réduire l'incertitude et surtout de réduire l'erreur. On a des discussions souvent à n'en plus finir, on nous reproche souvent d'être un peu lent dans la décision, et quand on prend des décisions, elles sont en général assez largement partagées. Et il y a quand même je ne parle pas de consensus, mais il y a quand même un élan à partager. Merci, je vous donnerai la parole. On n'a pas précisé le rôle, le statut qu'on voulait donner dans cette seconde période, Hartmut Rosa. Donc Hartmut Rosa écoute. Vous arrivez à comprendre le français suffisamment pour pouvoir reprendre la parole? Ça va? Vous comprenez bien? Difficilement? Difficilement. Donc, si quelqu'un peut éventuellement aider Hartmut Rosa à capter des choses, c'est pas mal. Alors, la traductrice a pris du repos parce que 2 heures de traduction, c'est très long. Les traductrices changent régulièrement, mais on vous sollicitera enfin pour donner votre témoignage si vous voulez. Moi je peux tenter, mais si quelqu'un se sent encore plus ça. Mais Elisabeth, elle veut bien. Je cède la place au pied. Merci Elisabeth. Donc, je me tourne vers Antoine Pro. Alors Antoine, là aussi, quand on a préparé, vous avez dit notre ambition, elle est de régénérer les humains. Alors est-ce que vous pouvez, alors c'est pas exactement comme ça que vous l'avez écrit, vous allez nous expliquer comment vous avez formulé l'ambition de votre entreprise et essayer de nous décrire concrètement par quoi ça passe, les liens que vous êtes essayé de faire. Ouais, dans les différentes structures, on va dire, on essaie de donner un cap, une direction. C'est très important dans l'entreprise. L'entreprise, c'est un peu comme un bateau, il faut savoir où on veut aller. Sinon, on fait des ronds. Voilà, le risque, c'est ça. Et on essaie de résumer cette direction de manière succincte pour que ça frappe les esprits, tout le monde sache où est-ce qu'on veut aller. Et je trouve que la société fêtière, celle qui détient les participations
résumer dans la phrase suivante. La direction dans laquelle on va aller, c'est de cultiver des liens pour régénérer notre culture. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir témoigner ce soir. C'est pas un hasard. Ouais, c'est le sujet qui nous tient à cœur et on pense que c'est au cœur de. En tout cas, ça c'est ce qui fait sens pour nous aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on en arrive là. Nous, on a l'impression qu'on vit une époque très particulière. Et je vais reprendre l'image d'un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent, d'un philosophe qui s'appelle Michel Serres, qui est mort cette année. Dans un livre qui s'appelle Le contrat naturel, Michel Serres dit une chose, il dit à l'époque, il y a eu Galilée, et Galilée, il a découvert que ce n'était pas les étoiles qui tournent autour de la Terre, c'était la Terre qui tourne autour du Soleil. Et quand il allait se défendre face aux évêques, il paraît qu'il a dit, c'est Michel Serres qui dit ça, la Terre tourne, mais la Terre se meut. La Terre se meut de mouvoir. Et il dit, de mouvoir, du mouvement, la Terre se meut. Et il dit, notre époque, alors Galilée a découvert ça tout seul, et l'a partagé, ça a eu plein de conséquences. Et nous sommes en train de découvrir que la Terre s'émeut. C'est qu'elle devient actrice de notre vie. Donc si vous ne comprenez pas ça, le truc le plus simple, c'est si vous avez une villa dans le Var, et vous êtes au mois de novembre, vous avez transmis familialement, il se trouve que dans ce mois de novembre, il se met à pleuvoir très très fort, vous êtes dans votre villa, et puis là, ce coup, il y a 1,50 m d'eau. Donc ce qui vous appartient, et là où vous êtes chez vous, vous retrouvez ce coup sur le toit de votre maison, et un hélicoptère vient vous prendre et vous extraire. Et c'est là où la Terre vient nous percuter, nous menacer. Et pour nous, c'est ce qui est au cœur de... Et quel est ce lien alors avec le fonctionnement de l'entreprise? Et donc, le lien finalement, c'est que cette découverte-là, pourquoi c'est essentiel ce lien? C'est qu'on a vraisemblablement perdu l'importance du lien. Et que pour nous aujourd'hui, le lien à soi-même, aux autres et à la nature nous semble être au cœur de ce qu'il a besoin, de ce que nous avons besoin de reconstruire. Et pourquoi on dit ça? On s'inspire tellement peut-être des gens qui ont une culture qui est différente de nous, mais depuis très longtemps, on traverse les âges, comme les peuples premiers, les Coquilles ou les Sandwichmen au Botswana, qui eux, dans leur culture, moi quand je parle de culture, c'est pas les tableaux qu'il y a là, hein, c'est la culture, notre culture occidentale, société thermo-industrielle de croissance, c'est ça la culture. Et eux, dans leur culture, dès que la personne n'est pas connectée à elle-même, la culture va la ramener connectée. Dès que les gens sont plus en lien entre eux, la culture va les remettre en lien entre eux. Dès qu'un être n'est plus en lien avec la nature ou les autres êtres que les humains, leur culture va les ramener en connexion avec les autres êtres. Et nous constatons, là où nous sommes, dans cette entreprise, que on crée notre culture en lien à soi, on crée Birdhouse, voilà, c'est la création de société. Il n'y a pas que ça, il y a ça. On crée les gilets jaunes, très grandes différences de richesse, voilà. Et on crée, c'est l'écosystème qui est en cours de disparition de milliers d'êtres vivants actuellement. Donc on détruit non seulement les vivants, on tue les autres êtres que les humains. Et donc voilà, et après on fait un ensemble de choses qui essayent de remettre ce lien à soi, aux autres et aux autres êtres que les humains nous sont au cœur. Et on essaye de changer de manière de créer d'autres conditions pour retisser ces liens. Et je m'arrête là, parce que je continue. Dites-nous comment vous le faites. Qu'est-ce que vous avez entrepris? 3 actions? Alors 3, une dans chaque. Le lien à soi. On travaille sur ce qu'on appelle en intelligence collective, alors pas tout le temps, partout, mais au moins nos actionnaires, les directions, c'est-à-dire en cercle. Donc chacun a une place équivalente, donc une place équivalente physiquement, et on pose une question et tout le monde répond à son tour. Chacun a la parole à un moment, et tant qu'il y a des choses à dire, ça tourne. Donc déjà on donne un espace à chacun, qui a une vertu essentielle, c'est le pouvoir du silence. C'est-à-dire que si par exemple madame quelque chose qui ne plaît pas du tout, c'est vous madame qui vous tournez, vous êtes en train de dire quelque chose qui ne plaît pas du tout, le temps que moi j'aurais envie de réagir, et le temps que monsieur parle, cet élan de la réaction sera passé, et je pourrais, finalement, quand ça va arriver à moi, à nouveau je vais
éviter ce mode de confrontation pour vraiment construire quelque chose qui me connecter à moi et dire ce que j'aime. Premier exemple. Deuxième exemple. Sur le lien aux autres, dans le même système-là, quand on se prend la parole, on s'adresse au centre du cercle. C'est comme si tout le monde s'adressait au centre de cette grille. Et il ne s'agit pas de répondre aux autres, d'être, voilà, mais vraiment de construire, d'amener notre idée qui vient de construire quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà. Et donc une part de moi va dans ce qui est dit, une part de chacun va là, et on construit quelque chose qui a un petit bout de nous, mais qui nous dépasse. Et donc ça permet d'avoir quelque chose qui nous relie. Donc la question, là où on peut aller, il y a une part de moi qui est là-dedans, et je suis relié à travers cet objet-là. Troisième exemple, le lien à la nature, c'est pourtant l'essentiel et le plus difficile. On a créé pour ça un fonds de dotation. L'idée, c'est de faire comme ces gens des peuples premiers. C'est que quand par exemple ils tuent une bête, ils font une offrande. Il y a un contre-don. La nature leur donne quelque chose qui est nécessaire à la vie et ils vont contre-donner. Et nous, on a créé ce fonds de dotation qui est une sorte de mini-fondation à notre échelle de PME, avec qui va donner, donc c'est les salariés qui s'en occupent, c'est pas la direction, c'est les salariés qui s'en occupent, qui va donner chaque année l'équivalent de 1 000 € par salarié pour soutenir des associations qui soutiennent, aident les non-humains ou le lien entre les humains et les non-humains. D'accord, parfait. Vous pouvez donner la parole. Merci. Et donc, super. Voilà une entreprise qui, manifestement, au moins dans le discours de son dirigeant, crée des liens. Parce que je vous dis ça, je vous explique pourquoi je le dis comme ça. C'est parce qu'en préparant tout à l'heure, en parlant dans le couloir, il me disait, bon, de toute façon, je raconte une histoire. Je dis, bah oui, de toute façon, on se raconte tous des histoires, on vit avec des histoires qu'on se raconte. Donc, évidemment, il reconnaît, Antoine, que ça se passe comme ça, et ça se passe aussi parfois autrement. Et c'est bien comme ça qu'une entreprise existe. Et Marianne donc, va nous dire, à travers son expérience dans un cabinet qui s'appelle Tanusso, elle va nous dire justement que ça ne se passe pas toujours comme ça dans l'entreprise. Et que justement, elle intervient pour que ça se passe mieux, et que ça aille plutôt vers les deux Antoine. C'est ça, là je suis évidemment sur j'ai les deux Antoine, j'ai mon fils aîné qui s'appelle Antoine aussi, donc il va y avoir quelque chose, pour le coup, alors moi je vais juste vous dire en introduction d'où je vous parle. En fait, de formation, je suis psychologue du travail. J'ai créé une société qui s'appelle Calypso, qui va avoir 15 ans l'année prochaine. C'est pas tant de se réjouir de ça, parce que pourquoi finalement je suis contente, forcément cette société elle perdure, et en même temps je me dis mince, il y en a encore besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'objet et l'activité de la société Calypso, c'est quoi? C'est la prévention, la gestion des risques psychosociaux au travail, et un petit peu aussi on essaye d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et notamment on s'est spécialisé dans la qualité relationnelle du travail. Donc la qualité relationnelle, de quoi ça parle? Eh bien du lien, tout simplement. Donc du lien entre qui et qui? Entre les acteurs de l'entreprise, entre les personnes donc. Et quand j'entends les histoires que nous racontent les Antoine qui sont là, à côté de moi, ben j'adore, ça me fait plaisir, ça me fait du bien d'entendre tout ça. Et en même temps, malheureusement, mon quotidien en entreprise, donc quand j'interviens, quand les collègues avec moi interviennent sur des questions de diagnostic de situation, de conflits dans des équipes, de besoin de médiation relationnelle entre les gens, parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, parce qu'on n'arrive plus à se parler entre humains, tout simplement. Eh bien, je me dis que cette demande-là, et c'est le regard que je porte sur 15 ans d'activité, eh bien, elle ne fait que croître, que grandir. En 15 ans de temps, j'ai même envie de dire, elle ne fait que se durcir. C'est-à-dire que les relations que l'on traitait, les motifs des demandes que l'on avait il y a 15 ans en arrière, j'ai envie de dire, c'était du pipi de chat à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans le dur. Et quand on intervient, très souvent, eh bien, on intervient comme des pompiers. Alors, il n'y a pas de feu avec des flammes, mais il y a le feu à l'intérieur des âmes. Comment, finalement, on retrouve
sont détruits également pas loin de l'être. Donc quand ils sont encore dans l'entreprise, j'ai toujours envie de dire il y a un espoir parce qu'ils sont encore là, ils sont encore sur leurs pieds, et puis voilà, ils sont encore acteurs du système, comme ils le peuvent, bien sûr. Et du coup, comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises? Eh bien, j'en discutais tout à l'heure rapidement en couloir avec Antoine en me disant je crois que je suis en train de devenir une mauvaise consultante. Parce que je suis de plus en plus en colère. Et donc, forcément, quand je vois des choses que je vois ici, dans mon territoire, on a besoin d'aller très loin. Et je me dis, mais on traite l'humain comme ça aujourd'hui dans le monde du travail? Mais en fait, c'est pas possible. Parce que je me réveille, je dois mettre une mauvaise intention dans mon regard. C'est pas possible que ce soit ça. Je comprends mal les choses, certainement. Et en fait, non, malheureusement, parce que les gens avec qui j'ai discuté, j'ai interviewé, qui sont juste des salariés, à différents niveaux d'ailleurs, on pense que les salariés, c'est pas forcément les salariés, les employés. J'ai beaucoup de managers dans mes interlocuteurs qui souffrent énormément, de directeurs, d'unités, de sites, de départements, qui sont en extrême souffrance et qui sont seuls, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a plus d'espace de parole. On ne parle plus de travail, c'est-à-dire on ne discute plus du travail, on ne met plus le travail en discussion. Et quand j'entends les témoignages qu'il y a autour de moi, je me dis, il y a un espoir, parce que, en fait, c'est possible, malgré tout. Justement, on va essayer de voir ici, là, maintenant, à Grenoble, dans cette salle, comment vous voyez les choses, quels sont les liens que vous voyez se construire ou se reconstruire dans l'entreprise, quels sont les liens que vous voyez s'abîmer et se détruire dans l'entreprise. Et parler avec ce que vous apportez, c'est-à-dire vos expériences personnelles, les rencontres que vous faites, etc. C'est ça qui nous intéresse pour pouvoir faire un peu une sorte d'état des lieux, des liens. Oui. Allez. J'ai une petite frustration, c'est que je n'ai pas compris les activités des deux premières entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez préciser peut-être? Alors, Raymond, on est des entreprises experts dans les domaines de l'assemblage. Et notre premier marché, c'est l'automobile. Ça, c'est une vieille histoire. Et on est des industriels, donc on développe. Et ensuite, on crée, on produit donc, à partir de l'injection plastique, du découpage du métal. Et on fait aussi du collage, avec un peu de la chimie. Et puis, on fait de la connectique aussi. Et donc, notre métier, c'est la transformation d'énergie, et plus spécifiquement dans l'air et dans l'eau. Et on vend l'eau et on répare soit des systèmes de compression d'air qui servent aux industriels comme Antoine, par exemple, ou des systèmes de pompage qui fait que quand vous tirez votre chasse d'eau, si vous êtes en dessous de la station d'épuration, on va ramener vos eaux usées jusqu'à la station d'épuration pour vous donner un exemple concret. On voit bien que la question elle est importante pour vous, mais pour eux, manifestement, elle l'était moins. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, ils font des entreprises humaines, avant tout, et des activités avec les humains. Qui veut prendre la parole? Bonsoir. Moi, j'ai négocié mon départ d'une entreprise, d'une grosse entreprise internationale. Je travaillais dans le secteur des ressources humaines et je ne me retrouvais plus quand il fallait donc, dans les bureaux accueillir des collègues de travail, leur dire leur laisser croire qu'on allait les amener tout doucement vers des formations en langage innovant qui allaient les faire progresser, alors qu'on les amenait tout doucement vers la porte. Donc, quand je ne me sentais pas de faire ça, de dire des mensonges à mes collègues, j'ai négocié mon départ. J'en suis très heureuse. Et vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais beaucoup de bénévolat et puis voilà, je suis aussi générienne. Voilà. Très bien. Oui. Bonjour, donc moi je suis la directrice des PUG, qui est presse universitaire de Grenoble, et c'est une société coopérative toute petite, de 8 salariés, dans laquelle on essaie de mettre tous les jours du lien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met dans l'équipe, dans les liens avec l'extérieur aussi. Et en fait, je pensais qu'il était très difficile de faire ça au-delà d'une petite équipe, parce que déjà dans une petite équipe, c'est pas évident.
Et du coup, je trouve intéressant ce que disent Antoine et Antoine, qui sont des structures plus grosses. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est généralisable? Voilà. C'est un peu l'inquiétude même, si je vais aller plus loin. Parce qu'à 8, on y arrive, on se connaît tous individuellement, on fait des formations ensemble, on fait de la communication non violente, on fait du coaching avec quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un est dans l'équipe, on essaie de mettre au même niveau que les autres sur tous les plans de développement personnel, on fait de la méditation, voilà, des choses comme ça. On peut le faire à 8, et je me demande comment on peut le faire au-delà, parce que dans les grandes entreprises, on parle de madame. Est-ce que c'est possible d'envisager quelque chose comme ça? Je fais l'Institut de formation du travail sociaux, qui a une particularité, puisqu'il y a à peu près 50% de ses recettes qui sont faites subventions pour des formations diplômantes relevant de la compétence de la région, et l'autre moitié, c'est bien sûr la production vendue, c'est-à-dire la vente de formation. Alors d'un côté, une baisse des ressources publiques que tout le monde connaît, et de l'autre côté, une concurrence effrénée sur le champ de la formation continue. Et à découvrir de ça, 62 salariés, où je crois que l'esprit qu'on porte est vraiment l'esprit que vous dites, l'esprit du lien, l'esprit des ondes. Et moi, je suis dirigeante de cette affaire. Il y a des jours, aujourd'hui, avec des contraintes externes, je ne sais plus faire, parce que je pense qu'il y a de telles mutations aussi dans le champ de notre travail, dans le métier de formateur, dans l'introduction du numérique, dans la formation, etc., que du coup, à un moment donné, je trouve que c'est extrêmement compliqué pour les dirigeants de pouvoir répondre à cet accompagnement au changement, parce qu'on est nous-mêmes complètement, moi j'ai l'impression, je le dis comme témoignage personnel, d'être tellement pilonné chaque jour qu'il y a des gens, je ne sais plus ce que je fais. Je ne comprends même plus ce que je fais. Et ça, je me dis quelles sont nos marges de manœuvre. Donc, ce n'est pas un problème de philosophie, d'entreprise, du cap, de l'ambiance, enfin, ce qui existe et qui est dans notre cœur depuis des années, mais des contraintes externes, bureaucratiques, etc., et de l'environnement qui font que, à un moment donné, je ne sais pas si quand on est directeur, on sait le faire. La logique du contrôle contre la résilience, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, et c'est assez impressionnant. On continue le tour, et puis évidemment, vous prenez la parole. Alors moi, je voulais juste témoigner, tu disais, est-ce qu'il n'y a pas des signaux un peu, voilà, parce que c'est pas un petit peu en train d'évoluer. Nous, on accompagne, avec les associés, on accompagne ce qu'on appelle les transformations profondes, précisément dans des groupes, plutôt des grands groupes d'ailleurs, c'est intéressant à voir, ça s'ouvre. Disent, mais on a conscience qu'on ne peut plus travailler de la même manière. On arrive à la fin du modèle, il y a l'effet des jeunes qui arrivent aussi, mais, bien sûr, on est dans le champ de l'intelligence collective, et voilà, on accompagne ces transformations avec ces processus, ces modèles-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça crée de l'appétence. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait quelque chose qui est en train de se poser, de se réaliser, que cette façon frénétique de travailler n'est plus possible. Et c'est vraiment des grosses organisations. Ça va de l'aéroport de Paris, ça passe par le bus, ça passe par la liquide, ça passe... Il y a des consciences qui s'opèrent très fortement en interne. Dire, mais non, on est dans une telle complexité aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions, on ne peut pas avoir les réponses, on n'y voit pas clair. Il y a des murs, c'est vraiment la sous-mur, même des ministères, d'ailleurs, on pense en plein ministère. Et c'est intéressant, parce que c'est comme s'il y avait une espèce de, ça j'ai pas pénétrer les poudres, mais quelque chose qui arrive, une prise de conscience, et je vais laisser pour le témoignage, je découvre ici, qui veut dire, il y a des solutions. En revanche, ça veut dire desserrer le temps, voilà ce que je disais, desserrer le temps, et ça, c'est ce qui est plus dur, pour remettre des espaces de conversation. Voilà. Et j'ajouterais autre chose intéressante, les entreprises à mission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pourrais peut-être en dire un mot. L'entreprise à mission, la nouvelle voie Pacte, extraordinaire, vous êtes une entreprise à mission. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas. Mais voilà, je vous le dis, les
les entreprises à mission, allez sur Internet, hein, donc il y a une communauté qui s'est ouverte. Ça a été une bataille au Parlement pour dire tout simplement on va changer un article du Code civil, très important, qui est les entreprises sont faites pour faire du profit, point barre. Point barre, c'est ça. Et il y a eu une bataille, et voilà, je connais un peu l'histoire, mais je parle en détail, qui fait qu'aujourd'hui, il est clairement indiqué que les entreprises ont pour objet de prendre soin, alors avec le jargon juridique, moi, à prendre soin de l'impact sociétal, environnemental, et qu'elles doivent travailler sur leur raison d'être, avec des comités de mission, parce qu'il y a des engagements derrière. Donc, et de toute façon, dans une perspective comme ça, ce qui veut dire qu'on sort de ce qu'on va appeler la pression actionnariale, parce que c'est un peu ce modèle-là qui remet en cause, la pression des actionnaires. Il y a des anglo-saxons. Donc voilà, donc il y a aussi des bonnes nouvelles. Effectivement, la question du temps, elle est centrale dans les témoignages que vous avez donnés les uns et les autres, c'est-à-dire prendre le temps de parler. Et même dans le temps de parler, ce que vous avez dit aussi qui était très fort, c'est de ne pas répondre, de ne pas réagir, mais de laisser circuler la parole. Et je pense que c'est un point important. D'autres prises de parole? Oui. 1, 2, 3, action. J'en ai repéré au moins 3. Allez-y. Bonjour, je suis devenu écrivain il y a une dizaine d'années, mais auparavant j'ai créé l'entreprise en 1976 que j'ai dirigée jusqu'en 2010. Il y a une entreprise d'une dizaine de personnes dont le métier était d'exprimer par écrit les messages des entreprises. Je parlais essentiellement de l'expression de leur cœur de métier et de ce qu'on appelait à l'époque leur stratégie, c'est-à-dire l'expression et l'épanouissement de ce cœur de métier sur un marché. Et ce métier est extrêmement passionnant. La vie des entreprises, et en particulier des PME, était passionnante. Elle était pleine de sens et il était tout à fait intéressant d'avoir comme mission d'exprimer ce sens-là. À partir des années 90, 95, il est devenu très difficile parce que il a fallu plusieurs années pour le comprendre. Il s'est produit ce qu'on a appelé la financiarisation, c'est-à-dire qu'il était devenu à peu près impossible, ou alors c'était un exercice de l'anonymat intellectuelle, d'exprimer par des textes, c'est-à-dire des discours articulés, quelque chose qui pouvait être le sens de l'entreprise et de montrer son avenir, d'exprimer son avenir à des gens qui prêtaient leur attention à ce que vous écrivez. Et vous avez renoncé à ce métier? Vous avez fait quoi? Alors c'est devenu très difficile. J'ai quitté cette entreprise, je l'ai vendue en 2010. Elle a survécu encore pendant 4 ans, elle n'existe plus aujourd'hui. Et je voudrais dire autre chose de la vie des petites entreprises, en racontant une anecdote. Un jour que nous avions échoué dans un grand projet qui comportait beaucoup d'enjeux pour la vie de notre entreprise, j'ai entendu l'un de mes collaborateurs dire « Je pense que ça vient des autres ». Il y a plusieurs équipes qui travaillaient sur ce projet et il pensait que c'était la faute des autres si nous avions échoué. C'était un ingénieur qui venait d'une grande entreprise américaine que j'avais embauché quelques années avant. Cette remarque m'a paru extrêmement lourde de conséquences. Et ce jour-là, je me suis interrogé sur la question suivante: pourquoi ma petite entreprise de 10 personnes avait survécu pendant, je crois, déjà une trentaine d'années à tant de vicissitudes? Et j'ai fait venir ce collaborateur dans mon bureau. Et je lui ai dit, voilà, c'est la question que je me suis posée, je crois que j'ai trouvé la réponse. Eh bien, c'est que, avant ce jour, chaque fois que nous réussissions quelque chose, nous avons l'impression de dire, je crois que c'est grâce à toi. Et naturellement, l'autre répondait, mais non, toi aussi, tu as été formidable. Et lorsque nous échouions, nous disions, je pense que j'ai décollé quelque part. Elle disait, non, je crois que c'est moi.
qui sûrement bien, c'est cette logique-là. On est foutu. Alors, je passe de l'autre côté, pardon, excusez-moi. J'ai intervenu dans des entreprises en accompagnement dans les années 2000 à 2010. Et surtout, j'ai des questions en rapport à la pression du temps. Alors, ce serait peut-être plus une question que je poserais dans le milieu de la sous-traitance, qui, donc, l'entreprise Raymond, qui est sous-traitante de l'automobile, qui a subi depuis les années 75, peut-être, jusqu'à maintenant, cette accélération du temps. On remarque aussi seulement des délais de conception, dans la rapidité dans laquelle il faut approvisionner avec des flux tendus, etc. L'arrivée de l'email, l'arrivée du SMS, du mobile, quelles sont finalement au cours des 30 ou 40 dernières années, quelles ont été les plus grandes difficultés pour rétablir les liens qui étaient rompus par ces avancées technologiques. J'en citerai une pour donner un exemple de ce que j'ai vécu. Un commercial qui, dans les années 98, recevait 120 mails par jour et qui se retrouvait, quand il partait 3 jours en déplacement, avec 360 mails à son retour. Voilà. Comment, dans l'entreprise de sous-traitance, vous avez vécu ces mutations? Ok. Alors, il y avait une demande de ce côté, c'était vous? Oui. Oui, je voulais juste profiter de la présence d'Antoine Raymond pour lui parler d'une expérience que j'ai vécue à la porte de sa société. C'était lors de la journée du patrimoine il y a maintenant 2 ans, en regardant sur le programme, j'ai vu qu'il y avait un musée. J'espère qu'il existe toujours. Cours Beria, près du théâtre 145. Un musée, donc, à la porte de votre société, enfin, des anciens bureaux ou des bureaux de la société. Et donc, il était ouvert ce jour-là. Et là, j'ai vraiment vu ce que c'était que les liens créés par une entreprise. Vous imaginez un musée, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, avec toute la technologie, donc l'entreprise exposée, des machines, etc. Et ça, c'est présenté par des personnes de la société en retraite, pour la plupart. Un samedi, un dimanche, bénévolement, non rémunéré. J'ai passé 1h30 avec une personne qui m'a montré les moules d'injection, les pièces métalliques, les technologies, etc. J'ai passé 1h30. La personne était intarissable sur ce qu'elle avait fait. C'était des jeunes retraités. Et j'ai rêvé, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais voilà, enfin, j'ai fait la comparaison avec la société dans laquelle j'étais. Je me suis dit, mobiliser les gens un week-end, et le reste du temps, parce que je suppose que ce musée a été monté pas forcément sur les heures de travail, et avec les yeux qui brillaient, quoi, quand on voyait les gens qui étaient là, et pas tous des ingénieurs et cadres supérieurs, je ne pense pas. J'ai vraiment trouvé que c'était que l'entreprise avait vraiment créé des liens, c'est un très bon exemple. Voilà ce que je veux dire. Effectivement, c'est excellent. Vous pouvez y revenir, vous pouvez nous dire un mot de ce musée? Comment il s'est monté? Qu'est-ce qui s'est... Le musée a été créé en 2005. L'initiative faisait de qui? L'initiative venait d'un certain nombre d'anciens, de pères, et puis il y a une association du musée. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite, qui rentrent dans l'association, et puis c'est géré par eux, donc ils se retrouvent, alors bien sûr le budget c'est l'entreprise évidemment, mais c'est tous des bénévoles, et ils sont fiers. Et c'est eux qui ont retapé personnellement les machines, et on va voir les collections. Alors là aussi, je peux dire aussi il y en a de la controverse, parce que de temps en temps ils s'engueulent, il faut qu'ils préfèrent mettre en valeur ça, d'autres non, c'est facile. Ils continuent à vivre finalement la vie de l'entreprise, ils continuent à faire partie de l'histoire, ils continuent à écrire l'histoire à travers le musée, et ils sont extrêmement fiers, extrêmement fiers. Et d'ailleurs c'est vraiment touchant. Merci monsieur pour vous. Merci pour le témoignage, effectivement. Vous voulez lui demander la parole, je crois. Il y a une personne aussi par là. Oui, bonsoir à tous. Un petit
réflexion que m'inspirent les discussions. Moi, j'ai créé il y a 3 ans une petite entreprise de recherche fondamentale. Donc, je suis toujours le patron. Et, bon, il y a une petite dizaine de salariés aujourd'hui. La question du lien, moi, en vous écoutant, je me dis, mais ce qui chez nous crée le lien, c'est le sens de notre activité. C'est aussi simple que ça, en fait. Et je n'avais jamais autant réfléchi à cette question du lien, parce que finalement, pour moi, le sens, bon là, c'est peut-être lié à la nature du travail qu'on fait, mais je me permets de faire cette petite réflexion très simple. Je voulais réagir à la remarque de tout à l'heure sur la question de l'invasion qu'on subit tous, de l'urgence à travers les mails, à travers tous les dispositifs dont on dispose et qui nous envahissent. Et comment vous le gérez? Est-ce que vous avez un souci particulier par rapport à ça ou pas? Comment ça se vit chez vous? Alors nous, j'ai été touché par ce que vous avez dit, parce que moi ça résonne en tant que responsable. Je pense que toutes les personnes qui sont en position de responsabilité, de leadership, on dit comme on veut, sont confrontées à ce que vous avez témoigné. Alors, sur la perte de sens, c'est ça? Non, sur la personne submergée par la machine. Quoi. Quand on est dans l'activité, dans le quotidien, voilà, donc de mails, d'appels, les délais, enfin, c'est un monde de fou, quoi. Si on regarde bien, c'est un monde qui déconnecte nous-mêmes en permanence, quoi. Et donc, moi, ça me parle énormément. Et alors, nous, on a trouvé un système qui en tout cas, c'est sûrement dans la co-direction, je pense que ça se joue. Enfin, non, moi, je ne pas du tout, je viens parler là, mais finalement, je fais rien à l'entreprise, c'est mon frère qui la dirige au quotidien. Donc, je suis complètement à l'écart de ça, donc je n'ai pas les mails, je n'ai pas les coups de fil, je n'ai pas tout ça. Et j'ai aussi un rôle auprès de mon frère quand il le demande, de comment on garde le cap, c'est quoi la direction. Donc, quand il y a beaucoup de décisions à prendre, complexes et tout ça, je joue ce rôle de SAS. Voilà. Et une autre manière qu'on a trouvé de faire ça pour le sens et le temps, c'est que 4 jours par an, on a ce qu'on appelle un conseil d'orientation qui réunit l'équipe de direction d'entreprise, les principaux actionnaires et parfois les délégués du personnel. Et pendant une journée, on va travailler sur un sujet en intelligence collective, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sans prendre aucune décision. Le conseil d'orientation, il ne prend aucune décision. Mais c'est juste de partager nos représentations, voilà, si l'équipe de direction peut aller dans telle direction, on pense les actionnaires, ça fait quoi aux délégués du personnel, et ça permet d'être moins seul et de rappeler 4 fois par an, dire ah ouais, on forme équipe. Oui, sur simplement la question du lien, en fait, en vous écoutant, en écoutant les différents témoignages, quelque chose que je constate au quotidien et qui est vrai systématiquement, quelle que soit la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, peu importe. Ce qui aujourd'hui fait tenir très souvent le système organisationnel, donc l'entreprise, c'est le lien qu'il y a au sein des équipes. C'est-à-dire que les équipes vont décrire multiples dysfonctionnements, pression, objectifs, inatteignables, etc. Des consignes qui ne sont pas claires, une stratégie qu'on n'a pas compris, on ne sait pas où on va, problématique de sens, des règles de fonctionnement qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas claires, enfin bon, bref, plein de choses. Et en même temps, si on leur pose la question, mais donc, comment vous faites? Qu'est-ce qui vous fait tenir cette réalité-là, cette pression du temps aussi, de l'urgence permanente? Et bien en fait, la réponse, c'est systématiquement la même chose. Ben, c'est nous ensemble. C'est nous ensemble, c'est notre quotidien ensemble, c'est notre vie ensemble, c'est notre activité partagée ensemble. Et donc finalement, au centre, c'est le lien. Et je me dis toujours, mais si l'entreprise, avec un grand E, c'est-à-dire la structure organisationnelle, n'est pas consciente de ça, et malheureusement détruit petit à petit ce lien qui est subtil, qui est fragile aussi, et bien ce qu'elle risque de mettre finalement en risque, justement, c'est sa structure totale, globale. Et comment justement elle peut être en vigilance au premier plan, en priorité, simplement sur la question du lien entre les personnes. Ça paraît fondamental. C'est vrai que l'entreprise aujourd'hui individualise beaucoup et que ce lien
bien ce travail collectif que vous évoquez les uns et les autres, il a tendance aujourd'hui à disparaître avec un travail normé, avec des contrôles, avec le reporting, etc. Donc, je trouve intéressant les points de vue qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Peut-être apporter un bémol à ce que je suis en train d'entendre. On dirait que ça se passe super bien en fait. Mais je voudrais juste souligner les pas. C'est-à-dire que, et par mon expérience personnelle, c'est vraiment. Et du coup, en essayant de faire un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir assis à côté Pablo Rosa quand même. Je tiens à dire, et la question que je me pose, est-ce que cette soif des concurrences, des performances, d'optimisation, de tout mesurer, de tout quantifier, peut se marier avec une quelconque résonance? Est-ce que la résonance a la place dans notre représentation, en tout cas, de l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, c'est la question que je me pose, je ne suis pas en train de donner des réponses, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'essentiellement aliénant dans l'idée d'entreprise moderne? Est-ce qu'il n'y a pas concrètement une sorte de dynamique qu'on peut étudier vers une certaine aliénation? C'est-à-dire, la Bibonne n'aurait pas, si jamais c'est le cas, pertinemment la place dans une structure de cet ordre. J'entends des choses très positives, et je les réjouis. Je n'adresse pas forcément à ce qui vient d'être dit, mais au contraire, les gens qui m'appellent pour en tant que consultant sont fous. C'est-à-dire, chefs et employés sont concrètement en dysfonctionnement. Et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc vous posez des questions, mais vous avez quand même des certitudes sur les dysfonctionnements. Non, c'est pas les solutions, des certitudes du dysfonctionnement. Je constate, par ailleurs, ce qui a été dit, pas en train de nier ce qui a été dit, au contraire. Bien sûr. Je salue positivement, mais enfin, on ne peut pas nier que la situation est grave. Oui. C'était un propos immédiat. Bon, alors je laisse la parole dans l'ordre. Juste une remarque pratique. Une personne vient de sortir parce qu'elle a levé la main 3 fois, on ne va pas donner la parole. Je dois dire, quand j'entends parler du monde de l'entreprise, je pense toujours à Goethe. Quand il parlait, à non fini avec Voltaire, il commence avec Rousseau. Il y a un article dans le Postillon, un journal pour une boîte connu, où on voit une ingénieure chez Schneider qui explique ce qui se passe et qui explique je vais sauver ma peau, je vais me casser. Donc la question à 100 balles, c'est si la question que je pose aux acteurs économiques, j'entends des chefs d'entreprise nous dire comment ils font. Sauf qu'on voit bien que quand vos représentants, quel que soit le niveau, parlent à la société civile, parlent aux organisations de salariés qu'elles veulent détruire, c'est ça la stratégie. Et les salariés se sauvent, genre fragile, quand ils sortent de votre logique et qu'ils font sans vous, quand ils font entre eux. À quel moment on doit vous croire? La résonance, c'est une forme de sincérité. Ça veut dire que lorsque votre parole sort, est-ce qu'elle sonne juste? Actuellement, une partie du monde de l'entreprise, quand il parle, l'expérience qu'on a lorsqu'on est de l'autre côté, on sait que c'est du vent. Moi, j'ai un collègue qui est dans le monde de l'entreprise. Quand il entend Galette, lui, il explique la charte de l'homme du comprend à Gênes, c'est une arnaque. C'est un discours pour enrober et pour te virer. À quel moment le monde de l'entreprise va recommencer à se dire est-ce que la clé, c'est la sincérité, qui est le préalable à la résonance? Parce que là, en l'état, ça ne l'est pas. On ne vous croit pas. Je vous ai écouté pendant une heure, je me dis, ça m'avait pensé à une rencontre à laquelle je de la chambre économique, sauf qu'à un moment donné, quand on est en situation réelle, on voit que vous faites le contraire. De manière générale ou de manière particulière? Parce que là, il y a toujours des cas particuliers. Le monde économique, dans son discours commun qu'on entend de vos représentants, vous faites le contraire. Et vous demandez à la puissance publique de vous laisser faire le contraire. Alors, sur cette question, c'est parce que c'est une question qu'on se
s'est posé en première séance et qu'on se pose à la chimère, c'est on va traquer la résonance du sensible chez différents types d'acteurs. Donc, les citoyens en difficulté, des structures, des professionnels, le monde politique et le monde de l'entreprise. Et moi, il me semble qu'on ne peut pas dire le monde de l'entreprise avec un grand L ou un grand M, mais on voit bien ici qu'il y a plusieurs mondes de l'entreprise, mais la question c'est plutôt, est-ce que vous voyez, vous qui expérimentez donc, cette capacité à remettre, à ralentir un peu le monde de l'entreprise, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours lié à des entrepreneurs éclairés, ou est-ce qu'il y a d'autres ressorts? Alors, le ressort, c'est le syndicat, c'est le comité d'entreprise. Moi, je pense très fort, depuis quelques années, au ressort qui est la fondation ou le musée, enfin, l'idée que l'entreprise, tout d'un coup, nous dit qu'elle fait autre chose que juste produire, enfin, elle envoie des messages forts. Est-ce que vous avez l'impression donc, que par où les lignes bougent pour faire ce sensible et par contre, par rapport à Pierre Louis, par contre, moi, je n'ai pas un milligramme de doute sur la force de ce que vous racontez. Moi, ma question, c'est plutôt pourquoi le monde de l'entreprise n'est pas sur ce registre où s'il est, c'est de façon plutôt exceptionnelle. Je vous remercie, monsieur, de faire appel à ma sincérité. Merci à vous. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Votre président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est celui qu'on puisse s'il vous plaît de confondre. C'est pas le sien. Voilà. Donc, les représentants du patronat, ce n'est pas les miens. Je voulais juste, pour illustrer ce que vous dites, comme ce que ça le fait, au niveau où vous êtes. Ceci étant, je vais prendre surtout la partie sincère, et finalement, elle propose des propos, comme je disais tout à l'heure, je raconte des histoires, au pire, et je peux, juste par rapport à ce qui est dit, oui, ce qui se passe est très grave. Moi, je veux juste dire ça. Et j'ai cité tout à l'heure la destruction de tous les êtres non humains. C'est dramatique, ça va avoir des conséquences dramatiques. Et donc, moi, ça me touche au fond de moi-même. Dans les faits, pour revenir sur un cas particulier, moi, je suis né dans une famille où, depuis 1785, une entreprise, il y a des dirigeants. Donc, j'ai choisi cette famille et je suis arrivé aîné. Je m'appelle Antoine, mon grand-père s'appelait André. Mon arrière-grand-père s'appelait Auguste. Autant vous dire, très concrètement, c'est un peu tracé là où j'allais. Donc quelque part, je me retrouve dans ce siège-là, j'ai accepté, mes parents m'ont pas imposé, avec toute cette complexité-là. Comment on arrive à répondre quand on est dans cette position-là? C'est très compliqué. Moi, pour le moment, c'est plus simple. Je me suis longtemps demandé, mais est-ce que c'est pas plus simple de vendre tout ça et d'aller faire ce qui me tient vraiment, voilà, d'aller ailleurs, là où c'est moins noir, quoi. Ben j'ai décidé de ne pas le faire, et, parce que je pense que c'est ça qui est en train à transformer. Et pour répondre à l'autre question qui était complémentaire de celle de Pierre-Louis, est-ce que vous avez le sentiment que ce ne sont que des exceptions, des entreprises comme les vôtres, ou qu'il peut y avoir un mouvement de transformation profonde des entreprises? Moi, je crois que le mouvement, il en manque. Et de gré ou de force. Parce que ce qui va arriver nous contraint tous. C'est ce que je disais sur la TSME. Et je suis désolé, mais moi, on parlait de notre entreprise, mais qu'est-ce qu'on est fragile, quoi. Qu'est-ce qu'on est fragile face à ça, quoi. On est fragile comme les humains. Ces organisations tiennent à un fil. Voilà. Et donc, on va être contraint à ça. Donc, il y a des gens qui sont déjà en mouvement. Et puis on voit bien, je sais pas, les gilets jaunes, économiquement, on voit bien ce que ça peut faire. Et donc, ça tient à quoi? À pas grand-chose. Et si ça se bloque, économiquement, ça sera très difficile pour les entreprises. Et donc, on sera obligé de changer, de trouver d'autres pistes, quoi. Donc, on va aller explorer les pistes. Chacun le fait avec là où il en est. Et puis, on va être aussi contraint de changer. Je voudrais peut-être faire en anglais. Oui, non, je crois que I think the best way is I just try to read the image and idea and then translate the well, because the sentence was yeah, I wonder whether we can just use an image. It's like our society is like a big building, a big house, which has many rooms, right? And the rooms are the different
companies and also the institutions. So there's one room for the school and one room for each enterprise. And I think the whole house is on fire, right? It's kind of heating up. That's what I wanted to say with the acceleration and this logic of dynamic stabilization. It's getting hotter and hotter, right? It's a permanent innovation. J'aurais pu laisser finir. J'ai continue? Yeah. Okay, I finish first. And then you can and now, of course, if you have one room in this building, like you're running one company, it's not, you can do something, right? You can try to protect the people working there. For example, you close the window against the smoke which enters, right? And you might have a fan which somehow cools the room. And you might provide a machine with ice which they can take or so. So it's not that you cannot do anything, right? You can try to, what to say, volunteer or maybe even provide some spaces of resonance there, right? But you cannot change the system and the heat which is there. Right? You might be very sincere, right? You really try to protect your workers. But in the end, we all contribute to this logic of heating up, and we cannot overcome the problem. And it has a very interesting effect. Je suis pas traductrice, vous avez bien compris, donc je vais essayer de faire le bon mieux. Il est parti de l'image qu'on est comme dans une immense maison, un big building, avec plein de pièces, et les pièces après des institutions, des entreprises, et en fait, clairement, il y a le feu. Donc quand on parle d'accélération, c'est l'image qui vient, c'est le feu. Et le feu est très lent. Voilà, feu, lent, ça devient de plus en plus chaud, c'est bien. Et puis il y a vous, quelque part dans une pièce de cette immense building, on va dire maison, et en fait, il dit, vous pouvez faire quelque chose. Il ne faut pas penser que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous pouvez essayer de faire quelque chose, ne serait-ce que, quand il y a le feu, refroidir la pièce. Déjà, et fermer les stores, mettre des ventilos. Et à un moment, il va dire, en fait, il faut quand même se rendre compte qu'il y a le système. Il y a le système et que, en fait, ça ne va pas le faire comme ça. Enfin, voilà, j'en suis à peu près là. Il en était là, oui. One more idea, because we found in sociology something very interesting. I mean, on the political left, the Marxists, the gauche, we always thought that it's a kind of, and for a long time that was true, it's a consciousness of the workers against the entrepreneurs, right? And this has almost completely changed. It's now not completely, it depends on the size of the company, but very often you find that even in big companies, the idea it's the good company, we against a bad world, right? This has very political implications. It's like you're in this room and you no longer think it's the one against the other in the room, but we are in this company and together fighting in a bad world, so to speak. Right? So the perception has changed a lot, and maybe it's not wrong because in a sense it's true. Right? You as entrepreneurs are part of you're part of a game which you play and which we somehow all play and which gets worse and worse. But it's not so clear to say who is the culprit and who is the victim. Ok, donc ça c'est une autre idée qu'il ajoute, qui dit en fait on était quand même dans cette image que d'un côté il y a les workers, les gens qui travaillent, et puis les employeurs, c'est ça. Et en fait, cette histoire de place quelque part. Et en fait aujourd'hui c'est en train de changer cette conception, parce qu'on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui disent voilà, nous on essaye de faire quelque chose et de l'autre côté il y a le monde mauvais. Dans ce monde backward, dans ce monde mauvais, c'est ça, on essaye à notre taille, à notre dimension de faire quelque chose. Mais en même temps, il faut se rendre compte que même si on dit ça, on est quand même pris dans un espèce de game, de jeu. C'est
ça. Voilà, j'en suis là. I think what we need to do is we need to put out the fire, right? Ah, ce qu'on a besoin de faire, c'est put out the fire, c'est-à-dire, comment dire, enlever, éteindre le feu, pardon, éteindre le feu. On a besoin d'éteindre le feu. Comment? How? Yeah, and then we have the background. We have to overcome this logic of capitalist acceleration and dynamic stabilization to maybe together. I always maybe we shouldn't do it against the entrepreneurs, but with them, because it's an idiotic logic. I mean, we are all kept in a perverse, it's really a perverse game. So we have to put out the fire, and that's why I said we have to pull the plug, but I don't know how to do it. Bon, ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas vraiment les solutions. Il y a une chose qui est intéressante, il dit, mais en fait, au lieu peut-être de combattre, est-ce qu'on ne doit pas aussi, what do you mean by entrepreneur? Those who own the company. Those who own the, ok. Donc ce qu'il dit qu'en fait, c'est peut-être faire alliance avec les entrepreneurs, ceux qui détiennent une compagnie, parce que pour réaliser qu'on est vraiment dans quelque chose de folie et que c'est pas moi ou nous versus vous et vous, mais comment on remet le truc consciousness. Awareness and consciousness. But we also need, of course, we need changes. I mean, I have a few ideas. We need an unconditional basic income for everyone, for example, right? And somehow clearly and strongly regulate the financialization, the financial markets, and maybe even nationalize the banks. Right? I can see. I mean, maybe we need competition between companies, but we don't need competition between financial institutions. Right? So we clearly need a new set of institutions and change consciousness. Okay. Bon, donc voilà les pistes, on y vient. Donc il en énumère 4 ou 5. La première c'est en fait base salary, minimum, donc le salaire de base minimum pour tout le monde, c'est ça, le salaire de base minimum. On a besoin de réguler. Le revenu universel. Salary or basic income, c'est un revenu de base, universel. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de réguler les institutions, le marché financier. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On voit que le marché financier a pris, sur d'autres planètes. Et puis, nationaliser les banques. Why nationalize? Why? Pourquoi nationaliser les banques? Because the main driver of the logic of acceleration is not direct competition between companies. It's the logic of money, of investment, and of the stock exchanges. Vous avez compris, je pense. En fait, c'est vraiment la logique du marché capitaliste qui est la concurrence. Stock exchange, la bourse qui est derrière. Et puis, la dernière chose, on doit, alors, is it raise or change, changer notre conscience. Et c'est vraiment quelque chose on doit conscientiser aussi le comment de notre conscience pour avoir des futurs. Ces solutions me semblent possibles si nous croyons encore que nos institutions collectives et publiques peuvent accueillir la résonance. Or, tout à l'heure, Armand Chaudin disait que c'était peut-être pas le cas. Et si effectivement nous ne croyons plus en la capacité de nos institutions de se transformer profondément, peut-être une des solutions, c'est de partir de la maison et d'en créer une nouvelle avec d'autres, ou dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel immeuble, avec évidemment une grande diversité de pièces, et bien nous construisons une nouvelle société. Elle est en train de se construire. Et ce qui nous, par rapport à ce débat qui nous traverse et qui est tragique, on sent bien la tragédie venir. Il y a aussi aujourd'hui de l'émergence et de la nouveauté, et je pense que tout le travail d'Armand Chaudin montre que oui, il y en a, mais moi je pense on va en parler tous ensemble, mais
qu'il y a comme aujourd'hui une faille, une rupture, une cassure qui se passe, et qui est d'ailleurs plus dans le monde institutionnel que dans le monde de l'entreprise, parce que les entreprises essayent, comme ça vient d'être dit, de passer, mais ça devient de plus en plus difficile, voire quasi impossible, et que donc la solution c'est, eh bien, on quitte cette maison qui est en feu, et où il y a des pyromanes qui sont à la tête, et qui en rajoutent sur le feu, et on a beau faire, on n'y arrivera pas. Et donc la solution c'est d'aller ailleurs, construire une nouvelle maison. Donc je suis un peu sur cette perspective-là. Alors d'un point de vue individuel, c'est possible. Donc je pourrais demander à Marianne tout à l'heure, mais aux personnes qui n'en peuvent plus, où il n'y a plus aucun espace, ne faut-il pas quitter pour vivre et revivre? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut plutôt faire? Et où? Voilà. Mais j'ai entendu aussi ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est sa responsabilité par rapport à son histoire. Et j'entends ça aussi. Qu'est-ce que c'est difficile? Jusqu'à quel point? D'abord, tout de suite, je laisse juste Marie réagir. Oui, sur ce qui vient d'être dit au niveau individuel et collectif, moi pour le coup, j'ai beaucoup d'espoir dans la jeune génération qui arrive. Pourquoi? Parce que quand je suis en entretien, j'ai ce public-là en interview, disent oui, mais moi de toute manière, je suis dans cette boîte-là, je vais apprendre au maximum. C'est-à-dire que je vais accumuler du savoir-faire, des compétences. Et puis, dans leur monde de fou, là, quand j'estimerai que j'ai suffisamment appris, eh bien je pars. Et je me dis, ah super, ok, là déjà, il y a quelque chose de l'ordre de la marge de manœuvre. Je vous parlais tout à l'heure de l'autonomie, de se dire finalement, mais est-ce que j'arrive à être connecté finalement à moi-même et savoir ce qui est bon pour moi, parce que ça, personne d'autre peut le savoir que moi-même. Là, quand il me dit ça, je me dis, ouais, génial, ok, super. Là, ça veut dire que potentiellement, mon interlocuteur qui est en face de moi, il est déjà hyper conscient de plein de choses et surtout de la limite du système. Donc, il a déjà compris que potentiellement, il va pouvoir utiliser le système. Alors, évidemment, on est dans une logique de dire égoïste, individualiste, j'en sais rien. En tout cas, de mon point de vue, à ce moment-là, quand il me parle et de mon rôle, je me dis, ok, là, il y a des sécurités qui sont là pour lui, pour son psychisme, etc. Pour moi, c'est que pour moi. Par contre, évidemment, si je mets ça en perspective et je me dis, l'entreprise pour laquelle il travaille aujourd'hui, finalement, s'ils sont tous comme ça demain, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et voilà, je vous pose cette question-là. Je voulais intervenir à propos de la dernière intervention, à ce qui vient de passer, et justement interroger M. Rosa à propos de cette intervention. Je me demandais si cette possibilité de quitter la maison, donc cette fuite, ce n'est pas dans une certaine manière un refus de résonance. Dans le sens où on est en train aussi de quitter d'une certaine manière le navire, et qui peut être c'est une possibilité individuelle, où je l'écris presque avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on a la possibilité individuellement de quitter ce navire? Est-ce qu'on l'a? Je ne suis pas sûr. Et donc, quel est votre point de vue? Parce que finalement, c'est une possibilité, effectivement, on crée la société, on crée toute autre chose. D'autres choses sans penser à l'autre. Est-ce qu'on n'est pas en train justement dans cette possibilité de sortir de cette résonance dont on parle? Je crois, honnêtement, je crois que ce n'est pas possible de quitter la maison. C'était très intéressant ce que vous avez dit, mais je crois qu'il faut changer l'image. Probablement, ce n'est pas une maison sur la terre qui est en feu, c'est comme un bateau sur l'océan. Et nous avons seulement. Ok, peut-être la terre, mais mon image, mon gros image, c'est le bateau, et nous avons seulement un bateau, le bateau. Et ça veut dire, dans la théorie critique, il y a l'image, c'est Autoneuratsboot, Autoneuratsbateau. Il faut reconstruire le bateau en simultanément, while we are on it, we have to change it somehow. Cette façon
s'il est possible de quitter la maison comme individu. That's interesting because I think most of the time we are too afraid to think, oh, if we lose the job, everything is lost or so. And I do believe, and that's what I wanted to say a bit earlier, there are more spaces for residents than we think. Right? We are totally taken by this logic of improving everything. It's comme vous avez dit, avec le paramètre. Yeah. So we measure everything and we compare it and we think if we don't improve it, we are lost. And that's not completely true. There are more possibilities and more alternatives. And that's why I think we can start with small. Oui. Alors là, il y a beaucoup de filières. Je crois que c'est compris sur le navire. Et en fait, une chose qui est intéressante, c'est dans la théorie critique, où il y a l'histoire où est-ce qu'on ne peut pas changer et en même temps construire le bateau en même temps. C'est ça. On est dans le bateau et voilà, et on change, enfin, voilà, comment il y a un ancien système qui meurt et en même temps il faut créer un nouveau système. Enfin, il y a une chose de quitter son ancienne peau pour créer quelque chose que c'est par là. Ça c'est cette idée, puis je dis, mais de toute façon il ne faut pas oublier qu'on a plus d'espace pour la résonance à nous en donner, et par exemple, on a toujours la possibilité aussi de quitter son job, qui parle toujours facile, mais c'est aussi, it's not a question of courage. Yeah, it's also a question of courage. Yeah, but I mean, nowadays a lot of young people, at least in Germany right now, they say, I don't want to become a boss. Right? Maybe I'll quit for 5 years. And I always thought, they can never come back. But actually they can come back. They can survive. At least right now in Germany, I mean, the economy is doing very well, right? So it might not always be possible. But generally, we have more spaces than we think. Oui, donc il dit effectivement, généralement, on a plus d'espace qu'on peut l'imaginer et de possibilités. Voilà, ouais, plus de possibilités. Et en fait, je prends l'exemple de l'Allemagne, on le voit bien dans les jeunes générations aujourd'hui, que les jeunes, en fait, même s'ils rentrent dans le système, on va dire, c'est ça, 3, 4 ans, 5 ans, ils sortent, ils décident de sortir. Et ils disent, bon, c'était plus facile en Allemagne parce qu'il y a quand même des conditions d'emploi qui ne sont pas les mêmes que les autres. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une tendance naturelle à dire on ne veut plus être les big boss, on revoit, enfin, les jeunes, quelque part, less ambitious, un peu moins d'ambition. Voilà, c'est bon, voilà. Oui, moi je suis enseignant auprès de jeunes ingénieurs et effectivement la interrogation permanente qui est aujourd'hui, ils ont un très bon niveau de formation scientifique, donc parfaitement conscients des enjeux du changement climatique entre autres, et en même temps ils constatent dans leur environnement, leur job, les entreprises dans lesquelles ils vont aller travailler, ce décalage énorme par rapport à ces enjeux. Donc, effectivement, ça peut les conduire à être tentés de renoncer à leurs compétences d'ingénieurs, leur capacité de travailler sur des systèmes techniques complexes pour aller monter une épicerie ou faire d'autres projets. Je ne condamne pas du tout ça, parce que je constate juste cette expérience, cette dissonance en fait, très forte et perte de sens chez eux. Et alors, du coup, ça interroge sur les possibilités de transformation, ça interroge beaucoup sur les possibilités de transformation de ce système. Alors, du côté des entreprises, effectivement, nous on constate tous les jours en tant qu'enseignants, en cas de stage, etc., la pression concurrentielle extrêmement forte qu'elles subissent et qui finalement restreint considérablement leur marge de manœuvre. Et elles ne peuvent pas inventer des choses magiques, quoi. Il n'y a pas à dire, dès qu'elles ont des moyens industriels importants, elles sont confrontées à cette pression concurrentielle. Par contre, ce qui paraît plus préoccupant et plus critiquable peut-être, c'est quand elles participent à la législation, à la fabrication des lois, parce qu'on a besoin d'elles pour fabriquer les lois, qu'elles les orientent dans des formes très conservatrices, c'est-à-dire très limitées, peut-être parce qu'elles sont engagées dans une concurrence internationale qui fait qu'elles ne croient pas dans la possibilité de survivre si on va faire des lois plus contraignantes. Donc elles demandent peut-être parfois des espaces pour que c'est un peu plus protégé. Peut-être qu'il faut créer ces espaces. Mais comment on peut arriver à ce que ces entreprises non passent à des contributrices de ce conservatisme des règles, mais au contraire qu'elles fabriquent des lois qui permettent une concurrence saine et orientée vers le bien collectif. En quelques questions,
Oui, moi je pense que quand même l'humain, on parle pas, hein, on parle de profit, on parle de... Et je pense que sincèrement, il y a un réveil, en fait, il y a un réveil des gens. Quelque part, je ne sais pas combien de temps Emmanuel Macron il va vivre, mais pourquoi il est passé, c'est parce qu'il y a eu un réveil de gens. Et les Gilets jaunes, il y a aussi un réveil de gens. Donc je crois en l'être humain et que quelque part, dans l'écologie par exemple, l'être humain va commencer à bouger et puis la masse va bouger. Et à mon avis, moi je crois que ça va passer par là. C'est que les entreprises, le profil va changer, il y aura autre chose, ils seront obligés de faire autrement. Parce que la masse humaine, je ne parle pas de révolution, hein, je parle de prise de conscience et de prise de pouvoir comme ça, pour aller vers quelque chose de mieux. Moi, je suis très positive là-dedans. C'est peut-être de l'utopie, mais j'y crois. Merci. Il y a une demande de parole derrière. Vous nous donnez dernier D'accord, très bon. Oui, bonsoir. Alors, moi, je m'inscris dans le même état d'esprit en fait, de ce qui vient d'être dit. En fait, je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut de l'engagement et accompagne des jeunes après leur engagement service civique, justement vers du retour à la formation ou l'insertion professionnelle. Et en fait, ce qu'on constate, donc on a 700 jeunes par an, donc déjà depuis maintenant 8 ans, on commence à avoir un petit peu de recul. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'on est face à une génération qui aujourd'hui veut consommer différemment, veut travailler différemment, dans des entreprises qui fonctionnent différemment. Et en fait, il va y avoir forcément, et on commence à le sentir, c'est difficile dans le monde économique de généraliser, de faire des catégories. En fait, les histoires sont différentes, les pratiques sont différentes, les intentions peuvent être différentes, ça, il ne faut pas généraliser. Mais en fait, on sent quand même que pour attirer des talents, pour attirer des profils un peu atypiques, qui sont intéressants, qui vont apporter vraiment quelque chose au sein de l'entreprise, en fait, l'entreprise, elle est obligée d'évoluer. Elle est obligée d'évoluer et de prendre en considération ses modes de fonctionnement, comment elle associe davantage ses salariés, comment elle les valorise, comment elle donne du sens. Nous, ce que les jeunes témoignent le plus souvent quand ils recherchent un emploi, ça va être la question du sens. Aujourd'hui, c'est plus du tout la question du salaire ou de la carrière, ça va être la question de mais en fait, moi, je travaille dans un endroit où je me sens bien, je suis en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je veux donner comme sens à ma vie et à mon engagement professionnel. Donc voilà, donc, il va y avoir cette tendance-là. Maintenant, c'est quels sont les lieux et les espaces où on crée justement ces dialogues possibles pour faire évoluer les choses, si possible en douceur, mais efficacement, bien sûr. Alors, on va se retourner vers nos entrepreneurs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a cet espace dont on parle pour des transformations dans l'entreprise, avec ces énergies qui existent, hein, que vous venez de dire, ou est-ce qu'on est confronté à des conservatismes forts qui existent aussi dans les entreprises pour maintenir le système, parce qu'on ne sait pas forcément faire autrement. Donc, quelle est la tendance qui vous paraît, au-delà de votre entreprise, hein, avec l'expérience que vous avez d'entrepreneur, quelle est la tendance vers laquelle on va? Moi, je pense qu'on nettoie l'escalier en partant du haut d'abord, et donc ça commence par les actionnaires, c'est vrai. Si les actionnaires ont une vue très court-termiste et financière, et je le dis, hein, c'est foutu, c'est raté. Parce qu'ils vont choisir des dirigeants qui vont faire le travail qu'il faut pour ce but-là. Donc ça commence beaucoup par les actionnaires, et en tout cas, notre entreprise, il y a beaucoup d'études là-dessus, hein. Les entreprises dans lesquelles les gens se sentent bien, dans lesquelles les gens voient du sens dans ce qu'ils font, dans lesquelles ils se réalisent en réalisant des choses, etc. Les entreprises où il y a du plaisir, de la joie, du bien-être, et ces entreprises-là sont 3 à 4 fois plus performantes que les autres. Donc, alors la performance, on peut aussi, ça peut être un mot qui a double sens, hein. Mais simplement, de temps en temps, je me parce que cette quête pour la performance, elle peut être au détriment des gens. Mais souvent, on ne réconcilie pas le paradoxe de bien-être et performance. On peut faire un travail en étant dans du plaisir. On peut faire un sport avec beaucoup d'efforts dans lequel il y a du plaisir et de la joie. Donc, ce que je constate, c'est quand une entreprise vraiment met en place les conditions d'engagement des gens, elle est plus performante que les autres. Et de temps en temps, c'est terrible ce que je veux dire, mais nous, on est beaucoup plus performants que tous nos collègues.
Et de temps en temps, je dis pour vous qui n'avez pas compris que c'est en. Alors, non, je rigole, mais c'est de la provocation. Mais c'est juste pour dire que c'est vrai que si les entreprises ont compris ça, et si les actionnaires ont compris ça, ils vont s'engouffrer dans cette démarche. Et puis, bon, dans notre entreprise, on a essayé d'impliquer, maintenant les gens fonctionnent en communauté, c'est-à-dire qu'il y a des communautés sur des sujets techniques, sur des sujets de clients, sur des sujets économiques, juridiques. Les gens se retrouvent en communauté, ils sont libres de se retrouver, ils sont libres de gérer leur agenda, il n'y a pas de hiérarchie dans ces communautés. Et puis on a cassé le système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans les entreprises classiques, un organigramme où vous avez 3-4 personnes qui gèrent tout le monde. On a un comité de direction qui est composé de l'intégralité des patrons de toutes les filiales. Donc il n'y a pas un seul collaborateur d'entreprise qui n'est pas représenté par son chef d'entreprise dans le comité de direction. Et puis on a choisi les représentants des salariés en tant que tel, ou pas? Et vous voulez dire les représentants, alors ça dépend des pays. Par exemple, ici à Grenoble, notre Converia, la vie quotidienne est gérée par les collaborateurs. Moi, il n'y a pas de place attitrée pour personne. Moi, j'ai un bureau attitré, j'en voulais plus, et ils m'ont dit si, vous faut un bureau. Donc, c'est pas moi, je voulais jouer le jeu aussi. C'est un bureau statutaire. Voilà, c'est un bureau statutaire, mais c'est eux qui gèrent la vie quotidienne, et ça se passe beaucoup mieux que quand c'était la hiérarchie qui faisait. Ça, c'est un petit peu. Et les valeurs de l'entreprise, elles ont été choisies par tous les cadres, tous les comités de direction du monde. Ça fait à peu près 140-150 personnes qui ont dû définir les valeurs. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout ça, c'est pour créer du lien entre les pays, entre les cultures, entre les gens. Voilà, on est parti du principe que les valeurs rassemblent les gens, les cultures, les croyances peuvent les diviser. Donc on est parti de ça. Et c'est pour, je répète, c'est pour inclure toutes les personnes, chaque personne sur les personnes, chaque rôle compte, etc. Et ça rend l'entreprise bien plus performante. Donc je suis d'accord avec le problème de la spéculation financière. Il y a les entreprises industrielles qui sont comment dire, intéressées par l'aventure de création de valeur, par la fierté de créer des beaux produits, par la fierté d'enthousiasmer des clients, par la fierté de rendre des services, par la fierté de contribuer. Ça, il y a bien là des entreprises comme ça. La nôtre, je pense que c'est le cas. On n'a pas d'actionnaire financier. Mon père m'a toujours dit la bourse, c'est le diable. Donc il ne faut jamais, il m'a dit, tu m'entends, jamais, je suis d'accord parce que c'est épouvantable. C'est une pression. Donc je pense effectivement que les entreprises qui sont managées par des actionnaires financiers et spéculateurs, c'est des entreprises qui sont sous pression. Oui, ça je le crois. Mais il n'y a pas que ce type d'entreprise-là, heureusement. Merci. Il y avait une prise de parole. Tout à l'heure, Antoine vous nous disiez que vous valorisiez les actions de votre entreprise qui sont de l'ordre du dialogue entre l'humain et le non-humain. Vous avez employé le terme non-humain. J'imagine que c'est la nature dont vous parlez essentiellement, et non pas les technologies, l'intelligence artificielle. Ma question est la suivante, elle s'adresse à Arthur Rosa, mais à vous aussi. Pensez-vous et comment, à travers des médiations humaines qu'il faudrait définir, bien entendu, comment le non-humain, au sens où vous l'avez défini, peut-il intervenir dans la prise de décision au sein d'une entreprise? Dans certains pays, le non-humain intervient en faisant valoir le droit de la nature à pouvoir se reproduire à l'identique, et le droit donc de la nature de pouvoir porter plainte contre une collectivité, contre une entreprise, une rivière qui porte plainte contre une collectivité, un groupe de baleines qui porte plainte contre Total. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Et comment ça peut s'organiser la place de la nature? Et votre point de vue à vous? Mon point de vue à moi, c'est que la nature doit intervenir dans des délibérations publiques à travers des médiations qu'il nous faut définir ensemble. Ces médiations s'appuient sur la question de la représentation qu'il faut aussi poser ensemble, et l'intervention de la nature dans la délibération publique
lui, doit s'appuyer sur des droits. Le premier de ces droits est celui de la nature à pouvoir se reproduire à l'identique lorsqu'on l'exploite. Mais il y a d'autres droits qui sont à mettre en place et en œuvre, qui sont aussi de l'ordre de la discussion politique et de manière anticipée, avant que le drame arrive, la nature doit intervenir dans la délibération. Et cette intervention de la nature dans la délibération va nous faire réfléchir sur d'autres modalités de délibération publique et de discussion, de décision qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais j'aurais voulu avoir l'avis d'Arthur Rosa sur cette question. J'espère que j'ai compris. La question, c'est l'idée qu'il faut, par exemple, j'ai un collègue qui a l'idée qu'il faut donner les droits à la nature. I'm not completely convinced by this idea. I believe, taking things to court is kind of already it's in a combative mode already, right? I think I can't help it. I mean, maybe it's true that I'm a romantic, but I think we have to change what we need to do. What I think resonance is not about taking to court and then you have someone who is the accuser and someone who is the accused. I don't want to do it through the logic of law, but I think it's one route which we can try. I mean, there are some people who try to do it really. I mean, what really troubles me is because we said, all of us maybe agree that we need a change of mind, a paradigm change in consciousness or so. But the strange thing is that is not enough, because what you see with respect to the environmental crisis, climate change, is that there's a direct relationship between, but a paradoxical relationship. Those people who are very aware of the ecological consequences, right? They have the worst carbon footprint, right? The way they live is totally bad for the environment. So while we become more and more conscious of the problem, we produce it more and more. So it's not through law and it's not through consciousness that I want to change the world. So how do I want to change the world? I really think while I listen here and reflect, I get desperate. I think I think we cannot do it, but we can provide an idea, a vision of where we want to go. But right now we lack the tools to really bring it about. Je vais laisser finir sa dernière idée parce que c'est important de la voir. J'ai noté plusieurs choses. Alors, il y a une chose qui apparaît, que je pense que vous avez compris, vous avez entendu, il est contre le fait d'aller devant les juridictions, en fait. Et parce que, de nouveau, c'est un combat. Et la résonance est opposée du combat. Donc il dit c'est pas comme ça en fait que ça va pouvoir faire. Alors, il a commencé à dire effectivement ça va passer par un changement de conscience, ça va passer par un changement de mentalité, mais c'est pas encore effectivement assez parce qu'on voit bien qu'on vit quelque chose de très paradoxal. On est tous très conscients aujourd'hui de l'impact climatique, des changements, et même si on en est très conscient, et c'est des nations qui en sont très conscientes, elles n'agissent pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit qu'elles n'agissent pas, et en fait, on ne peut pas. Ce qu'il faudrait, d'après lui, c'est qu'on arrive, on devrait avoir une vision, c'est ça le futur. En fait, il faudrait qu'on puisse. Excuse-moi, je donne une question parce que you can a vision of where we want to go. Somewhere. But how do not have yet the tools? Oui. On n'a pas aujourd'hui les outils, mais en fait, il faut qu'on se projette dans une vision du futur. Parce que sinon, on réplique ce qu'on connaît déjà. Dans ce qui était évoqué par monsieur, il y avait l'idée de délibération aussi.
prise de décision collective et pas simplement de recours à la justice. Mais Antoine avait demandé après. Je pense que c'était à propos de ce sujet. Ouais. Moi, je suis à l'échelle où vous dites, je suis favorable à ce que vous proposez. Je trouve que les autres êtres que les humains, c'est-à-dire les insectes, les animaux, les arbres, les rivières, les montagnes, elles ne parlent pas à notre société. Elles n'ont pas la possibilité. Donc, voilà. Peut-être une piste aussi, c'est en tout cas pour répondre à la difficulté, les gens qui sont plus en responsabilité, c'est qu'ils s'extraient du monde et qu'ils aillent en contact de la nature. Parce que finalement, dans le lien, moi le lien le plus important, que je trouve le plus régénérateur, c'est le lien homme-humain. Parce que finalement, si on regarde, nous sommes faits, nos corps sont faits d'une longue évolution, et il y a peu de temps qu'on regarde des écrans. Tous les gens qui étaient là avant nous, ils étaient dans la nature depuis très longtemps. Donc nous sommes, physiquement, nous avons grandi dans la nature. Donc quand on va dans la nature, il y a deux effets qui se passent. C'est qu'on se rapproche de qui nous sommes, et on se rapproche des autres êtres humains. Donc, une des solutions, c'est d'être des gens qui sont actionnaires, je rejoins Antoine, qu'ils aillent passer du temps dans la nature, autant de temps qu'ils font, voilà, c'est ce que moi j'essaie de faire à titre personnel. Et sur la maison qui brûle, moi sur les actions que nous, je veux partager ça, que nous faisons. Nous, depuis 10 ans, nous n'avons plus d'objectif de croissance. Nous ne cherchons plus à faire croître le chiffre d'affaires. On cherche à se transformer. L'entreprise est un mouvement, ce n'est pas forcément un besoin. Croissance, c'est des transformations. Et c'est possible. On a limité les salaires entre le plus petit salaire et le plus grand salaire à un facteur 5. Et c'est possible aussi. Voilà, c'était les deux points principaux, je ne vais pas être trop loin, que je voulais partager. Deux demandes de parole. Et puis on va quasiment conclure parce que l'heure tourne. Oui, il est moins tard. Oui, alors il y a plein de gens qui ne sont pas mis à la plus près. Et ils disent encore ce que c'est. Quand ils ont vécu dans la nature, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est que la nature. Généralement, le coût des dégâts environnementaux va être astronomique sur le rien. Le coût des dégâts environnementaux va être astronomique sur le climat. Et une autre nature derrière. C'est le moment de vous signaler si vous avez des prises de parole. Oui, bonjour. Je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit sur le fait de se soucier des causes environnementales et humaines. Pour moi, je suis donné mon avis par rapport à ça, parce que je pense que c'est tout simplement à l'heure. On peut avoir des personnes bienveillantes dans le cadre de leur structure, qui ont envie d'aller dans le bon sens, mais à un moment donné, je crois que c'est juste pas possible. Puisqu'à un moment donné, notre qualité d'économie, c'était une baisse tendancielle du taux de profit, et que ça, à un moment donné, ça va forcément amener à un combat entre la rémunération du capital, des actionnaires et des travailleurs. Aujourd'hui, j'ai entendu le fait de mettre les entreprises partie prenante dans de nouvelles législations, des choses comme ça. Je ne pense pas que ce soit une autre solution, ça pourrait être même quelque chose d'extrêmement grave. Aujourd'hui, quand on voit à la loi économique, par exemple, c'est il y a quelques temps, je veux dire la version de la hiérarchie des normes, ce que ça va amener demain, c'est certainement à une rémunération dans certains secteurs en dessous de celle du SMIC, et un coût d'égalité. Au-delà de ça, pour les questions environnementales, elle me soucie énormément, je dirais. Par contre, là où j'ai peut-être en opposition sur une partie d'entre vous, c'est que je trouve que c'est très bien de s'intéresser aux questions d'externalité négative, mais il n'y a rien de plus écocible, je dirais, que de venir mettre en place des droits à polluer, des systèmes de taxes carbone. C'est une catastrophe. La réalité, c'est qu'on a voulu mettre en place un système de pollueurs. Qu'est-ce que vous proposez? Pardon, je coupe, mais. Vous avez dit ce que vous ne vouliez pas, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, on prenne des décisions, je dirais, en conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se soucier des questions d'environnement, d'ailleurs, si c'est pour donner des quotas de droits à polluer excellents à tous les industriels, comme Lafarge qui a remporté pratiquement 1 milliard d'euros en espace de 4 ans, 2010 à 2014,
c'est une catastrophe. On se fait avec les pouvoirs payés. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect à ce niveau-là. Puis on s'intéresse au fonctionnement de notre système monétaire, et c'est là où on doit s'intéresser. Je veux dire, il marche à peine. Puis on s'intéresse au système de réserve fractionnelle. Expliquez-moi comment est-ce que ça va pouvoir sauver l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tant qu'une économie locale existe, on va avoir besoin, au sein d'un territoire, de nos entreprises, excusez-moi si j'en parle mal, je rencontre pour autant des microélectroniques, par exemple, qui vont être dans le high-tech, qui vont trouver des débouchés à ce qu'ils font, et donc, en fait, au final, qui vont avoir accès au crédit, et qui vont être en mesure de faire pleuvoir l'argent au niveau local, qui va alimenter une économie locale, et la conséquence à ça, c'est qu'on va s'attaquer aux ressources naturelles, telles que l'eau, etc. Donc, effectivement, je crois qu'il y a vraiment un énorme changement en fait, à faire au niveau de notre façon de voir les choses. Et je ne pense vraiment pas qu'un monde universel, même si la question de l'universalité est très importante, effectivement, on va remonter à nos besoins humains. Je veux dire, on mange pas de livre. Merci. Il y avait encore une autre prise de parole. On va conclure. On va demander à l'intervenant de conclure. C'est juste un témoignage. Je vais monter un niveau technologue salarié. Et puis, j'ai fini directeur dans un grand groupe industriel français qui était un laboratoire indépendant pour l'électronique, l'expertise électronique. Et j'étais étonné de voir à quel point, parce que j'étais parti de la base, on pouvait rester en lien et en relation avec les gens qui étaient aussi plus opérationnels que l'entreprise. Et puis, quand je me suis retrouvé au colis, j'entendais le discours qui était dit, parfois même aux âgés, qui était tellement recevable, comme certains de nos politiques aujourd'hui, qui faisaient presque envie, qui faisaient très espérer. Et puis finalement, quand on les avait en dehors des âgés, en dehors et en privé, il y avait vraiment cette attaque du bien, cet ancien système qui se profilait à tout craint. Je me rappelle une des dernières relations que j'ai eues avec le PDG de l'entreprise, donc j'ai demandé directement, il me disait Philippe, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point nos collaborateurs souffrent. Nos collaborateurs souffrent. On me dit comment tu peux dire ça? Et parce que tous les matins, je prends une demi-heure. Je vois que chacun, alors pas toujours en même temps, bien sûr, c'est pas possible, mais par leur service. Et je vois comment ils expliquent leur relation, leur travail, et comment à chaque fois qu'ils me disent je fais ça, je sais pas pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'aime ce que je fais dans l'activité technique que je fais, et ce sont en grande partie que des ingénieurs. Mais en fait, je ne crois plus, je n'ai plus confiance. Et c'est là où cette question qui est dans le discours, je reviens à ce que disait Pierre tout à l'heure, dans le discours qui est dit, il y a parfois des choses qui sont ententables, mais dans ce qui n'est pas dit, il y a des choses qui sont complètement dans les cohérences inverses. Et ça, c'est ce qui fait probablement le plus mal. J'étais à 100 lieues d'imaginer. C'est 3 mois après. C'est moi qui crains pas plus. Aujourd'hui, j'aime l'entreprise. Je suis capable d'en parler encore dans l'entreprise. Et heureusement, je porte des projets dans lesquels on a juste besoin, en premier lieu, de retrouver un espace en soi, entre l'intime et l'extérieur, pour pouvoir se distancier et laisser la place à l'incohérence d'être en dehors, et laisser la place à notre propre cohérence interne se construire. Cet espace permet cette distanciation entre l'extérieur et son intime. Et ce que j'ai comme projet, même si c'est un peu ambitieux, c'est de pouvoir permettre des petits héritages au sein des alpages pour permettre aux personnes qui sont en souffrance de juste se relier au pastoralisme ambiant avec la faune d'un fleur. Juste réaliser ce que disait Antoine tout à l'heure, cette relation à soi-même en soi. Et quand on est en relation avec le public, ils sont des deux bouts. On va se mettre en relation avec les autres à l'extérieur. C'est dans ce sens-là qu'on pourra, le fondement de la relation à l'autre, cet espace de transition. Il faut vraiment qu'on préserve et qu'on privilégie cet espace-là pour pouvoir être en cohérence et en intelligence collective des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour conclure cette rencontre? Allez-y.
juste par rapport à tout ce que j'ai entendu, pour conclure, j'ai envie de dire, si on veut que les hommes au travail aillent bien, il faut que leurs dirigeants d'abord aillent bien. Si on a des dirigeants qui vont mal, qui sont sous pression, qui sont perdus aussi dans le système économique, ce que vous voudrez, société, peu importe. Et bien, en dessous, ça ne peut pas aller bien, c'est une illusion. Donc si on veut pouvoir être en lien et en lien bienveillant, sans être complaisant, mais soutenant, faire son boulot, son job de dirigeant, qui va emmener une équipe quelque part, ben, voilà, il faut d'abord qu'on puisse soutenir de façon volontaire et active nos dirigeants d'entreprise pour que tous les autres ensuite, dont ils sont dépendants, aillent bien également. Moi je pense qu'il faut qu'on aide les enfants dans le système éducatif à vraiment être eux-mêmes, à développer leur libre arbitre de la manière, et à être eux-mêmes, c'est-à-dire ressentir, être des adultes, pas être dans les petits persécuteurs, sauveurs, et dans tout un système qui nous piège tous. Voilà. Aider les enfants et que le système éducatif en fasse vraiment des adultes forts et qui choisissent leur destin. Moi, je pense que et les entreprises, quand les collaborateurs pourront dire merde à ce qui est insupportable pour eux, ben, ça sera un grand progrès. Je pense sincèrement, et quand ils seront heureux dans l'entreprise, ils seront heureux. Voilà. Peut-être ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a peut-être une manière aussi si l'entreprise on décide beaucoup et tout ça, et qu'il y a une manière qu'on pratique parfois entre actionnaires, et c'est quand on a une décision importante à faire, on allume un feu, et on se met autour du feu, et on se rappelle tous les hommes qui étaient avant, les femmes qui étaient avant nous, qui sont rassemblés en cercle autour du feu pour décider. Et on fait appel à les 7 générations qui avaient avant nous. Et puis on pense aux 7 générations qui vont venir après nous, qui allumeront encore des feux, espérons. Et quand on discute de nos décisions, le feu de tous ces êtres est dans notre cœur. Et c'est une manière pour prendre des décisions qui font sens. Un mot pour conclure. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant je suis très dépressé, déprimé, parce que je ne sais pas plus faire. C'est très intéressant, je crois, we burn up the atmosphere with climate change, right? And we burn out inwardly, and it's very interesting, I think it's the same thing, that we burn up the atmosphere, we burn out ourselves. And the problem is, we know this very well, and you know the interesting thing is, the best education doesn't help at all. It's those with the best education who are very prone to burnout, and they are the worst in burning up the atmosphere. So it doesn't help, even education does not help, right? So what should we do? And I really don't have the answer, but I think that we have to change the whole approach. I always say it's the revolution is at the most basic level that is possible, and that means we should not go about it, what do we do now, what do we control next, what should we command, change to? It's a different way of, I really think my idea start looking for resonance instead of control. Right now, and it's true, it's within our curves, right? And maybe there's some small hope, maybe there's some hope coming from congregations like this, right? And what you do here, at first it's the insight, and then it needs to be the determination to start today and tomorrow at every place where we're able to use the small spaces to make them bigger and bigger, and then to kind of revolutionize the system from the inside. I don't know. Alors vous avez compris l'image, c'est-à-dire qu'on coule à l'extérieur, on parle du feu extérieur, et du coup, comment ça nous, vers la haut, ça veut dire nous couler de l'intérieur. Donc il y a quelque chose d'intéressant pour ce lien extérieur, et ce feu qui brûle en
quoi, parce qu'on voit bien que toutes les personnes, les enfants qu'on élève et qui sont présents, ils sont dans le système aujourd'hui, et ils sont là. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on va sous eux, qu'est-ce qu'on devrait faire, et il dit on doit changer notre approche, on doit changer toute l'approche en fait, et il a prononcé le mot révolution, mais le mot révolution qui commence par quelque chose à la base, il faut vraiment démarrer par de petites choses. Et qu'est-ce qu'on peut, comment on va rentrer en résilience et pas être dans le combat au sens résilience, enfin c'est ça, résilience, comment on va rentrer dans la résilience, c'est ça. Résilience, oui, allez, start looking for resilience, non? Alors résilience. Bon, donc il faut qu'on recherche cette résonance et en fait garder des espoirs et l'espoir vraiment ça commence là maintenant ici même dans cette communauté ça commence là et créer des endroits vraiment partout où on est faire des choses en fait qui vont avec cette résonance qui vont contribuer à cette autre approche et que ça commence à comment dire, percoler la terre à cette Merci beaucoup, merci à tous. Merci pour votre présentation. Il y avait une sincérité dans les propos qui étaient tenus, qui étaient extrêmement agréables et intéressantes. Et voilà, il y avait des choses fortes, en positif et en négatif, et c'est ça qui est intéressant. On est dans cette période où c'est indécidable, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Et je trouve ça à la fois angoissant et passionnant. Et voilà, notre communauté a cette image. Merci à tous.